bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bon alors les achats, est-ce que vous nous recevez? On va faire une petite vérification d'usage technique, histoire de ne pas partir à deux sur le live. Allez, envoyez les commentaires, dites-nous si vous êtes là. On va commencer par faire un petit tour habituel. Le traditionnel tour de localisation. Je crois qu'on est quasiment à notre 20e live, c'est assez sympa. On pourrait changer, on pourrait faire les villes préférées. Les villes préférées? Ouais, on pourrait. Ah, ça a l'air bon, je crois qu'on est bon. Bonjour Hervé. Ah ben Hervé avec qui j'étais en discussion ce matin à 9h30. Mais moi, Hervé, que j'ai vu à Paris la semaine dernière. Bonjour Florian, bonjour Mathieu, bonjour Christophe, bonjour Lina, bonjour Nicolas. Ok, tout le monde est là. Bonjour à tous. Ça arrive. Jamil Atou, Guy, Justine, LinkedIn User, le fameux. Super. Ah, PA. Ah Salut tiens, PA. J'espère que tu vas bien. bonjour Guy. Terriblement. Bonjour Christophe. Bonjour docteur Thierry Faustin. Allez, salut Pierre. Allez, dis bonjour, qu'on s'assure que tout le monde soit là. Salut Hotman, salut Juliane, salut Laurent. Bonjour Pierre. Bonjour Yacouba, Laurent, Valérie. Bonjour tout le monde. On espère que vous êtes en pleine forme et que vous passez à travers les mailles du filet. On a du monde pour ce midi, hein. C'est intéressant. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon alors Sébastien, on va parler d'un sujet important. Est-ce que le Père Noël existe? Ah là, le Père Noël, en cette fin d'année, c'est un petit peu compliqué, hein. On a passé une année compliquée, les achats. Et pour certains d'entre vous, hein, là, depuis le mois d'octobre, vous êtes nombreux à recevoir effectivement des sollicitations de vos fournisseurs. Tout le monde veut augmenter ses coûts. C'est compliqué et effectivement, ça sent un peu le sapin. Ouais, on peut le dire. Et aujourd'hui, on a voulu vous réunir pour cette fin d'année pour qu'on regarde un petit peu ensemble, on fasse une petite rétrospective de ce qu'on a pris dans la tête toute l'année, puisqu'en fait, je discutais avec des acheteurs sur Paris la semaine dernière en formation, et ils me disaient qu'en fait, toute l'année, ils étaient en négo. Cette année, c'était une année de négo, en fait. C'est-à-dire que avec les mêmes fournisseurs, ils ont dû renégocier les prix tous les mois, si ce n'est tous les trimestres. Et en fait, ils ont eu la tête sous l'eau complètement liée à la conjoncture qu'on connaît, hein, inflation, crise, pénurie, guerre, etc., etc. Et on s'est dit que c'était intéressant de prendre à la fois du recul sur c'est quoi les leviers pour maîtriser et réduire en tout cas les effets de l'inflation. Et ensuite rentrer dans le détail de comment agir. Donc on va vous donner un exemple précis qui date de cette année, hein, qu'on a évidemment légèrement modifié au niveau des noms, mais qui est 100% véridique. Hein. Oui, Donc on va, ouais. 100% véridique au niveau des chiffres. Oui. Et c'est, voilà, on arrive à une analyse surprenante. Ouais, c'est très surprenant. Et ensuite, on va prendre un peu de recul pour se dire, bah oui, en fait, est-ce qu'on ne peut pas structurer les choses pour, en amont, anticiper ces effets de l'inflation? Salut Christophe. Bonjour Nathalie. On revoit nos apprenants qui reviennent à chaque live. Alors, on va faire un petit tour de table avant de commencer et vous allez me lister quels sont les leviers, donc en commentaire, quels sont les leviers selon vous pour combattre l'inflation. Il y en a beaucoup, donc allez-y en commentaire et vous nous les dites et je vais les noter. Sébastien, il faut que tu m'aides un petit peu. Oui, tout à fait. On va noter, on va effectivement identifier chacun des leviers connus, hein, ou que vous mettez vous-même en place chaque année ou à la mise en place de chaque fournisseur, au lancement d'un marché. Quels sont les leviers que vous mettez en œuvre? Allez, allez-y, lancez-vous. Promis, si le levier est complètement à côté de la plaque, on ne vous jettera pas la pierre. Alors, levier ou solution, hein. Enfin, c'est une solution.
comment on C'est peut plutôt combattre la négo? Merci, Hervé. Évidemment, la négo. Alors, là, on a prix médian, volume, anticipation. Attends, parce que là, prix médian, je vais mettre volume, anticipation. Ouais. Ouais. Ensuite, on a la gestion des monopoles fournisseurs. Bien sûr. C'est une gestion de risque très importante. Exactement, gestion des monopoles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La massification. Mais oui. On a Justine qui parle de suivi des cours. Donc là, on va parler plutôt de suivi des indices pour que ça parle à tout le monde. Voilà. Ensuite, on a Thierry qui nous parle de multisourcing. Donc là, c'est un petit peu le même lien avec la gestion des monopoles. Voilà, le re-engineering. Donc là, c'est encore autre chose. Re-engineering. Vous allez voir que mon orthographe est absolument formidable. Ensuite, on a Nicolas, connaissance de la décomposition des coûts. Donc, on pourrait parler de décomposition des coûts. Bien sûr, Nicolas, merci. Voilà, on voit l'index de prix. Ensuite, j'ai Stéphane qui me parle de couverture matière. Connaître la couverture matière. Et assez proche de la décomposition des coûts. Thierry qui revient avec le hedging. Évidemment, le hedging. Voilà, là, on a Pascal qui se forme avec nous, qui nous parle de l'appel d'offres. Évidemment. Ouais. Donc, tout ce qui est appel d'offres, mise en concurrence, là, on est sur les mêmes éléments. Ouais. Donc, redesign produit. Bon, ça, on en a déjà un peu parlé. Design to cost. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Contrat pluriannuel de Nicolas. Évidemment. Contrat pluriannuel, bien sûr. On a le LinkedIn User, la standardisation. Ah, ça me plaît, ça. Standardisation, ce qui révèle une vision assez large du problème. OK. Ensuite, on en parle de lutte contre la corruption et la concurrence. Effectivement, on n'oublie pas tous les éléments de responsabilité sociale et économique. Et lutte contre la corruption, c'est quoi le terme déjà? Ouais, bon, corruption contre la fausse concurrence, on va dire ça comme ça. OK. Est-ce qu'on a d'autres idées, les amis? On a de l'analyse de la valeur. Ouais. Proche de la décomposition de coûts, mais ça veut dire encore plein de choses. C'est ça, on est plus dans la révision de la conception. La veille de marché, bon, ça oui. Ah oui. Fait. D'autres idées? On a Nulufer qui nous parle de voir notre position en termes de chiffre d'affaires, notre poids chez le fournisseur en termes de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a un point important ou pas? Tout à fait, très important. On a aussi le plan B. Le plan B, comme on l'appelle, effectivement. C'est ça, c'est toujours le plan B. Le plan B est très important. Ça va être en gros le plan B. Hein. Ça, c'est le dernier, c'est le plan B, quoi. Là, c'est ça. Alors, d'autres idées, les amis? Ça commence à être pas mal, quand même. Ah tiens, on a Hervé qui nous parle de formation des acheteurs. Les compétences des acheteurs. Allez, effectivement, on peut le mettre, même si, effectivement, c'est le fait qu'ils soient compétents qui vont pouvoir activer tous ces leviers. Quoi d'autre? Là, sur la fin, on a beaucoup d'éléments liés
à sourcing international. Ouais. On va chercher du sourcing alternatif. Alors, c'est du. On peut parler d'intégration du risque géopolitique. C'est ça, ouais. Là, on a 3-4 points qui sont tombés à la fin là-dessus. Donc, c'est du multi-pays, quoi. Sourcing multi-pays. Typiquement, on l'a vu là avec la crise Covid, où quand c'est l'Asie qui n'allait pas bien, c'est nous qui allions bien. Et quand c'est nous qui allons bien, c'est l'Asie qui n'allait pas bien. Donc, Alors, forcément. dans la société Nerf Service, ils ont René. Ah, ils ont René. Ah, bah, C'est René, alors. Bon, non, on n'était pas censé révéler tous les plans secrets des acheteurs, mais on vous donnera son numéro à la fin. Si vous participez, si vraiment vous êtes dans la panade, vous appelez René. Voilà. René, normalement, il devrait régler le problème. Il faut Euh, toujours il, avoir un René dans son équipe, hein, c'est très ouais, ouais. important. Il a fait 25 ans dans l'armée. Donc voilà, autant vous dire que si vraiment vos fournisseurs vous embêtent, René pourra régler la situation. Bah, effectivement, on a beaucoup de leviers, hein, pour pouvoir combattre l'inflation. Énormément de leviers. On en avait listé quelques-uns avec Sébastien, dont certains qui n'ont pas, été évoqués. Ce qu'il faut, je dirais, retenir, je vais en donner quelques-uns, quelques exemples, mais c'est qu'il y a des leviers vraiment structurels en amont. Je donne l'exemple de l'éco-conception produit. On m'en voudrait pas de revenir sur le sujet RSE, mais en fait, on s'en est rendu compte, nous, concrètement. Typiquement, sur des flottes de véhicules, on a réduit la consommation de 20%. Eh bien, derrière les évolutions de carburant, comme on consommait 20% de moins de manière structurelle grâce à un ensemble de leviers techniques qu'on a activés pour baisser les consommations, en fait, on avait notre budget à périmètre ISO, à nombre de kilomètres ISO, on avait notre budget carburant, le nombre de litres consommés qui était inférieur. Par exemple, donc ça, c'est des leviers vraiment structurels où finalement, le meilleur moyen de maîtriser l'inflation, ça va être de réduire ce qu'on achète, entre autres, ça va être d'avoir une approche TCO, ça peut être d'optimiser les processus achats pour être justement en anticipation, d'intégrer ces leviers-là lorsqu'on va optimiser une situation. Tu as d'autres idées, Sébastien? Ben, là, on voit, nous, on a listé notamment retarder les achats. Ouais, Tu es quasiment à côté. Effectivement, ça fait partie des derniers éléments qu'on a eu. Je vois Sylvain Bratz. ouais, Effectivement, retarder ses achats, ne pas acheter, c'est aussi une bonne façon de maîtriser son inflation. Et encore, si l'inflation continue, à un moment donné, effectivement, on peut avoir notre stock qui prend de la valeur. ouais. Et pour le coup, une gestion des stocks intelligente peut nous permettre de gagner de l'argent, en fait. Ouais. Une bonne trésor aussi, Une entre bonne autres. trésor. Une bonne trésor. L'innovation, c'est en gros trouver des alternatives de produits ou services qui vont venir répondre aux mêmes besoins. Ça peut être très ingénieux. Il faut vraiment avoir un état d'esprit très ouvert, très bonne connaissance des marchés, de la fonctionnalité de ce qu'on achète. Mais parfois, le meilleur moyen d'esquiver un marché en pleine explosion en termes d'inflation, de coûts, ça va être l'innovation, ça va être de trouver des solutions alternatives. Il y a bien sûr le faire ou faire faire, hein, insourcing ou outsourcing. Est-ce qu'on ne ferait pas les choses en interne parce qu'en fait, on subit des marchés externes alors qu'on est très proche de notre cœur de métier? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Les contrats pluriannuels avec formule de révision de prix, évidemment. La décomposition de coûts, le hedging, la planification des besoins, évidemment. On l'oublie parfois, mais la planification des besoins peut amener énormément de visibilité. Un autre point que tu connais bien, Sébastien, qui est ici, ça te rappelle quelque chose, ça? Communication, achat et vente et préservation des marges? Oui, de toute façon, effectivement, quand on fait le lien effectivement entre les marges que l'on réalise sur les ventes de nos produits, on va pouvoir effectivement travailler avec, pour le coup, avec nos gammes et c'est ce qui va nous permettre de nous donner nos objectifs. On sait à un moment donné que l'on doit effectivement être rentable sur chacun de nos produits. Donc, on va avoir nos objectifs de négociation. Et si on a la chance de pouvoir revendre directement le produit que l'on achète, eh bien, effectivement, aux achats, on peut tout à fait donner effectivement à notre service commercial les prix, entre guillemets, conseillés pour que l'entreprise assure sa marge, quoi.
Ouais, Nous, on le fait dans le consulting, dans le transport, ouais, où quand on travaille avec des clients qui revendent le transport à leurs clients, effectivement, on les aide à définir le prix de vente du transport auprès de leurs clients avec la marge qu'ils ont définie. Et ouais, l'acheteur peut travailler effectivement sur cet axe-là. Très souvent, les ventes ou même le contrôle de gestion nous demandent quel est le coût. Et effectivement, anticiper les évolutions et être en capacité de donner une petite marge à son contrôleur de gestion, ça peut permettre effectivement à l'entreprise de ne pas se retrouver en décalage entre des prix d'achat qui explosent sans sécurité et des prix de vente qui sont toujours beaucoup plus longs à, à faire évoluer auprès de nos clients. C'est toujours une bataille. Globalement, s'il faut retenir, c'est qu'il faut se préparer en amont. En fait, la négociation, c'est un peu euh, le dernier des leviers que l'on doit activer. La problématique de la négociation, c'est que quand tous les fournisseurs nous appellent et tapent à notre porte, on ne peut pas effectivement répondre à l'ensemble de notre panel de fournisseurs. Donc, on risque de laisser passer pas mal de hausses sur des sujets qui ne sont pas prioritaires pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien tout cadrer en amont et que la négociation, on doit vraiment la garder en dernier recours. Donc, voilà. ouais. On a le numéro de René. Pas le numéro de données. Alors, C'est un numéro, effectivement, Cameroun, je crois. Ouais, c'est ça. ah ouais, d'accord, ok. Bon, un point important pour reprendre ce que tu dis. Rappelons-nous que la performance économique aujourd'hui aux achats, c'est pas seulement baisser les coûts. Donc, quand tu prends l'inflation, tu la prends sur tes achats et tu vas avoir des incidences, bien sûr, sur le prix de revient de l'entreprise. Plus tes achats augmentent, plus ton prix de revient augmente. Quand tu analyses la performance économique, tu dois aussi l'analyser sur la baisse des coûts, la préservation des marges et le développement des ventes. Et en l'occurrence, ici, l'inflation va avoir des impacts directs sur la préservation des marges, la communication entre achat et vente, et on a des dizaines d'exemples dans pas mal de domaines d'activité, où en fait, le fait de créer des outils, des passerelles pour rapidement réimplémenter les évolutions des coûts d'achat sur les prix de vente va faciliter la préservation des marges et éviter le classique ah, je comprends pas, en fin d'année, on a nos ventes on a nos marges qui sont complètement effondrées. Ah, c'est les achats. Ah bah oui, ah bah oui. Et donc là, il y a un vrai sujet de communiquer avec les ventes en disant attention, là, on se fait exploser cette année. Les passerelles avec les ventes vont permettre de réimplémenter autant que faire se peut, attention, hein, les prix de vente sur les clients. Mais quand tout est maîtrisé, et notamment j'ai l'exemple de ce qu'on va montrer là tout à l'heure sur d'autres sujets, notamment sur les fabrications d'emballage dans l'aluminium, où en fait, on revendait des capsules d'emballage, donc c'est dans le domaine du vin, à des vignerons, des coopératives qui conditionnaient des bouteilles de vin. Et en fait, on prenait des hausses d'aluminium très importantes. Je crois qu'on était en 2013, 2014. Et en fait, on avait fait un outil qui permettait d'appliquer la hausse d'aluminium dans le prix de vente de manière très transparente avec les clients. Et ça nous a permis de mieux faire passer les hausses et de préserver les marges. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout qu'on a tendance aux achats à souvent se plaindre n'est pas le terme, mais que notre fonction est incomprise et qu'on est toujours celui qui se fait taper dessus à la fin, c'est lié aussi au fait qu'on a choisi notre métier, on est vraiment très transverse. Effectivement, vous avez un bon exemple d'impact direct sur les marges et potentiellement sur les ventes. Ah ben j'ai perdu mon marché, les achats c'est trop cher. Ah ben j'ai pété ma marge, les prix des achats ont explosé. Et donc c'est très important d'être extrêmement technique et de pouvoir communiquer en interne de manière rationnelle et méthodique avec des outils précis. Et derrière, même si on n'arrive pas à réimplémenter les prix de vente auprès des clients, au moins la communication aura été bonne et transparente. À un moment donné, vous dites, voilà, c'est comme ça. On vit dans un marché, on vit dans un monde où il y a des évolutions de coûts et on peut rien faire. Et le travail que l'on va mener effectivement justement sur être rationnel sur nos coûts va nous aider pour négocier, parce qu'on va monter en compétence sur la décomposition de coûts notamment, et on sera à même effectivement de lire au travers des éléments qui nous sont envoyés par les transporteurs, enfin je vois le cas de transport, par les fournisseurs. Ouais. Parce qu'effectivement, il faut souvent décortiquer les éléments. Sébastien, on accélère un petit peu. Cas d'application sur des achats de transport. Alors, pour rappel, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous faire un cas vraiment right to the point avec je suis acheteur
je me prends un courrier et comment je décortique ce courrier pour limiter les impacts de l'inflation, des hausses des différents indices, etc. Donc, vous montrez un exemple précis de travail qui est un cas réel, qui a un petit mois, Sébastien, c'est ça, même pas? C'est ça, c'est ça. On va le voir, hein, de toute façon. C'est vrai que l'analyse a été poussée. Vous aurez du mal à le lire là directement sur la présentation. De toute façon, la présentation sera envoyée aux personnes qui suivent le live. Vous le verrez en détail, mais c'est un cas réel en fait. On est vraiment sur des cas standards de problèmes liés effectivement au courrier de hausse des fournisseurs. Oui, tout à fait. Donc, on va rentrer dans un cas réel. On va vous demander d'être assez attentif et de poser vos questions au fur et à mesure. Surtout, on Tout va à vous fait. montrer comment, en fait, on a décortiqué une hausse annoncée par un transporteur sur un cas réel. Allez, c'est parti, Ouais. Sébastien. Ce qui pourrait être intéressant, effectivement, c'est d'avoir les commentaires. Ouais, Vos commentaires sur vos cas à vous. Est-ce que vous ouais. avez rencontré ce cas, oui ou non? Et quelle est la plus grosse hausse que vous avez reçue cette année? Ça peut être intéressant. Je fais un petit salut à Mathieu Baudry, avec qui on a travaillé pendant des années sur des dizaines de dossiers transport chez Kuehne + Nagel. Je sais que tu es ici. Je te passe un petit coucou. Je sais que tu es encore dans les transports, donc n'hésite pas à intervenir. Voilà, donc là, c'est notre fournisseur Farm Travel avec qui on a finalisé un appel d'offres au 1er mai 2022 qui nous envoie effectivement dès le 1er novembre une hausse de 7,9%. Donc là, 7,9%, c'est énorme. Ah, bonjour Mathieu. Donc c'est très important, surtout qu'on vient juste de valider l'offre du fournisseur. Mais effectivement, on sait que là, sur cette année 2022, on a une forte inflation des coûts de tous les postes. Donc on voit que le fournisseur, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est monté un petit peu en compétence quand même. Avant, on avait des fournisseurs qui arrivaient et qui demandaient combien? 7-8% à la louche. Là, on a quelque chose qui est un peu plus travaillé déjà. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Si on retrace, nous, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant qu'on a mis en place les formules de révision de prix, qu'on les a améliorées de manière continue. Et c'est vrai qu'à chaque année, quand on avait des discussions avec les fournisseurs, qu'on parle de transport, mais qu'on parle d'achat de matières premières végétales, matières premières type métaux, plastique, bref, tout type d'achat finalement, même prestation, eh bien, on avait des fournisseurs qui arrivaient avec des grandes phrases, hein, nous avons pris des hausses liées au salaire, etc. Et on doit vous mettre tant de hausses. Et c'est nous qui arrivions euh, auprès des transporteurs ou des autres fournisseurs avec des outils pour essayer de mesurer cette évolution de prix. Et aujourd'hui, on se rend compte cette année, je pense que les fournisseurs aussi, hein, attention, les fournisseurs n'est pas notre ennemi, c'est réellement notre ami. Bien sûr, il faut travailler sur un terrain de jeu qui soit sain. Ça, on va y venir. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont eu beaucoup de difficultés à passer toutes ces hausses parce qu'il y a des vraies incidences de coûts derrière qui sont supportées par les fournisseurs et le commercial que vous avez en face de vous, il n'en peut plus d'aller passer des hausses chez ses clients. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi derrière ça. Et donc, ils se sont organisés et structurés. Et là, on a un exemple ici, hein, de présentation d'une hausse qui est quand même très rationnelle. Et c'est un vrai pas en avant. Oui, là, on a une question de Karim qui nous dit est-ce qu'il y avait une formule de révision de prix dans le contrat? Voilà. Effectivement, nous, on met des formules de révision de prix, on fait des contrats. Et là, on va partir typiquement de l'acheteur qui n'a pas ces compétences-là, hein, clairement, et qui est embêté avec 7,90%. Donc, comment ça se passe en réel? Effectivement, on reçoit le fournisseur et puis on pourrait dire qu'on fait du marchandage. Exactement. Moi, je suis à 3%, toi, tu es à 7,9%. Ouais. Classique pour ceux qui connaissent toute la méthode PES, eh bien, tout simplement, typique d'un niveau 2 de maturité, hein, je gère mes appros, j'ai mon fournisseur qui vient toquer à la porte, qui m'envoie un courrier, il m'annonce 7,90, je ne réponds pas à ses messages pendant un mois, puis il débarque pour un rendez-vous au bureau, et puis là, c'est parti, 7,90, ah non, 2,5, puis on repart avec au mieux la moitié. On a l'impression d'avoir bien négocié. Voilà. On va se rendre compte que ces techniques-là n'ont jamais été efficaces en réalité et que vous avez de très nombreux outils, leviers et solutions pour y arriver. Et on va vous donner les principales aujourd'hui. Ouais, mais c'est rigolo, ça finissait toujours comme ça. On finissait sur un 5%, puis on était content. Toujours, ouais, ouais, toujours. Sébastien, tu veux présenter un petit peu le fichier qu'on avait en face aux achats, qu'on a mis en place pour ce client? Oui, il est en Ouais, partage, je je crois. l'envoie. Je l'envoie. Ouais, c'est ça.
Donc nous, qu'est-ce que l'on a fait effectivement dans notre formule de révision de prix? On a décomposé déjà deux parts, une part fixe qui dans le transport est un peu spécifique parce que dans le transport, on a déjà une partie du coup qui est pondérée et indexée mensuellement, qui est la part gazole. Dans cette part fixe, on a rajouté la part fixe qui correspond à la marge. Il ne faut jamais l'oublier, c'est le premier point qui est souvent oublié dans les formules de révision de prix. Et ensuite, on a la part variable qui est basée sur des indices qui existent, c'est les indices du CNR. On est sur des éléments factuels qui nous permettent effectivement de mesurer les évolutions des coûts de nos fournisseurs. Voilà, donc là, on est parti sur des indices synthétiques parce qu'on a un transporteur qui va faire du régional porteur, de la longue distance, avec des camions différents. Et ce fichier-là nous permet effectivement, en mettant à jour les indices et les différentes pondérations, d'avoir notre évolution de coût en fin d'année. Voilà. Ouais. Là, typiquement, alors je crois qu'on est sur une évolution de 1 an. C'est ça, sur les 12 derniers mois, effectivement, quand on applique une formule de révision de prix, on est à 3,74%, ce qui est déjà divisé par 2 à la formule de 7,9% qui nous a été envoyée par le fournisseur. Voilà. Vous imaginez, ouais, c'est ça, vous imaginez que là, on nous annonce une hausse qui, selon l'outil de révision des prix, finalement, est déjà 2 fois supérieure à ce qu'on devrait subir comme hausse. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, l'outil, et c'est là où on revient, si on reprend les leviers qui ont été présentés tout à l'heure et remontés par vous tous, on va avoir la décomposition de prix qui va nous permettre de structurer la formule de révision de prix et qu'on va retrouver derrière au niveau juridique dans les contrats. Oui. Ici, vous avez d'ailleurs, dans le fichier, on vous a mis toutes les clauses à intégrer au contrat pour justement pouvoir maîtriser ça. Formules qui sont applicables, Sébastien, sur les 10 dernières années où on a utilisé des formules aussi poussées. C'est applicable dans 95% des cas. Et effectivement, cette année, il y a certains fournisseurs qui ont refusé d'appliquer la formule de révision de prix tellement ils avaient des directions qui ont imposé un niveau de hausse, même s'il n'était pas en cohésion avec la réalité. Souvent, c'est le reflet d'une problématique de rentabilité à la base qui derrière va être récupérée et on saisit, entre guillemets, l'opportunité de la crise pour faire passer un peu plus de hausse et aller chercher des points de marge aux dépens de l'acheteur. C'est pour ça que quand on est dans un appel d'offres, normalement, ce problème-là, on ne doit pas l'avoir. Ouais. Là, le fichier travaille sur 2 axes, de toute façon. Une formule de révision de prix si on a un prix à la grille. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une grille de prix standard. Et si on est sur un prix fixe, là, par exemple, sur le transport, sur un affrètement d'un point A à un point B, on est sur un prix fixe. Donc là, on a effectivement une formule de révision de prix qui est différente, qui nous donne à la fin le nouveau prix. Oui, tout à fait. Ouais. Mais alors, Sébastien, comment tu as fait pour finalement répondre à ce fournisseur et aider notre client? Alors, ce que l'on a fait, évidemment, c'est d'opposer notre formule de révision de prix. Mais là, on part du principe où on n'a pas, effectivement, ce fichier-là, on n'a pas ces compétences-là. On va se rendre compte qu'en analysant rapidement, effectivement, les éléments donnés par le fournisseur, qu'il y a des gros soucis. Donc, la part fixe, on en a parlé. Dans le fichier du fournisseur, cette part fixe n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fournisseur vous met une répartition de prix où il va diviser sa marge sur l'ensemble des postes de coûts et il va vous dire que tout augmente et évidemment, on augmente la marge du fournisseur via ce biais. Donc, un minimum, qui est bien accepté généralement par les fournisseurs, c'est d'intégrer une part fixe de 10%. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que dans le code du marché public, cette part fixe est vraiment recommandée dans l'édition de la formule de révision de prix. Et historiquement, en fait, dans les décrets de loi commande publique, cette part fixe était donnée à un minimum de 12,5. Ça a changé aujourd'hui, mais ça vous montre bien effectivement que intégrer la part fixe est très importante. Donc, si on regarde notre pourcentage avant de 7,9%, on passe déjà à plus que 7,11% en partant du principe que notre augmentation ne se base pas sur 100% du prix, mais sur 90% du prix. Exactement. C'est intéressant. Qui, parmi vous, utilise
dans sa formule de révision de prix, une part fixe. Ouais, ça c'est intéressant. Qui Qui utilise l'a une part fixe? qui a pensé, qui sait le faire? J'espère quand même que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Oula, petite faute là. Qui écrit ça? C'est toi, Sébastien, c'est pas moi. Bon, allez, on passe au problème numéro 2. Pascal de Sales me dit non. Karim, il le fait. Laureline le fait. Je le fais également. Et vous mettez combien de pourcentage? J'imagine que ça dépend des secteurs, mais... Qu'est-ce que vous arrivez à faire passer? Voilà. Alors, globalement, en fait, c'est vrai que c'est la base, effectivement, dans une formule de révision de prix et dans une application. C'est le premier point, c'est le standard. Il n'y a aucun fournisseur qui vous présente les éléments en disant j'applique cette hausse sur 90% du prix parce que on est d'accord, je n'augmente pas ma marge. Ouais, tout à fait. Le problème numéro 2, ben ça, en fait, c'est un standard. C'est assez fou, mais c'est un standard. L'erreur involontaire de calcul. Donc là, Guillaume, si on revient effectivement sur notre première slide. Ouais. Hop. Donc là, on voit, on a notre tableau. Hein, on a nos différentes répartitions de coûts et on a les hausses qui sont appliquées. En fait, le fournisseur a voulu tellement être technique qu'il s'est mélangé les pinceaux, tout simplement. C'est mal tombé sur Sébastien quand même. Hein. Il faut tout simplement mélanger les pinceaux parce que quand on multiplie, enfin, quand on fait le calcul, hein, on dit bon, ok, 15% du prix prend 3,8%, 0,54 prend 105%, et bien on n'arrive surtout pas à 7,9% au total. Si on revient sur la slide du problème numéro 2, voilà, si on revient sur la slide du problème numéro 2, on trouve 5,93% quand on additionne ça avec effectivement l'application sur 90% du prix. Donc là, vous voyez, déjà, on vient de perdre 2%, bah alors le plus simplement possible. Ça peut être intéressant. Qui a déjà reçu comme ça un détail très poussé d'un fournisseur, mais derrière, dans le calcul, on se rend compte que le chiffre, bah, ça tombe pas, on n'est pas bon, quoi. Ouais, ça c'est drôle. Ah, on a un René. Effectivement, le calcul fournisseur comprend souvent cette non-augmentation des marges. Alors, qui a déjà constaté de manière très simple? Là, je peux vous dire que le fournisseur, quand il est en face de vous, qui vous présente le chiffre, que vous faites le calcul avec lui rapidement sur ses propres éléments, là, il se dit, ah mince, là, ils ont déconné, là, ils ont envoyé ça à la France entière en plus. Alors, pour le coup, on n'a pas pipoté les chiffres, hein, ils sont vrais. Tu te rappelles dans la Lu avec le gros fournisseur où en fait on avait pris, c'était la première famille d'achat de cette structure et on avait pris le double de hausse de ce qu'on aurait dû prix sur notre famille achat principale. Ça représentait de tête, c'était énorme. Ça représentait près du tiers de la perte comment dire, quand une entreprise est plus rentable, on dit qu'elle est un tiers du déficit de l'entreprise était lié à la hausse prise sur la dernière année par ce fournisseur, hausse qui n'était pas justifiée. Gros malaise. Ah voilà, gros malaise. Donc là, on nous dit, effectivement, on est arrivé à 112% effectivement de répartition. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, 112%, oui. C'est quand même compliqué. Salut Laureline au passage. Ouais, c'est clair que c'est un vrai problème. On passe au numéro 3. Allez, problème numéro 3. Bah, problème numéro 3, c'est la répartition. Hein, les parts que l'on nous donne, on nous dit, bah, tiens, le personnel, c'est tant de pourcentage, l'électricité, c'est tant de pourcentage, et en fait, les répartitions peuvent être complètement fausses. Alors, dans le cas du transport, on l'a vu, on a déjà une part gazole qui évolue tous les mois, mais on sait que cette part gazole, le fournisseur nous a dit avant même de nous envoyer le courrier, que cette part gazole, donc en fait, on voit la part gazole, c'est qu'on additionne tous les répartitions, on est à 84%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part gazole est de 15%. Oui, Sauf que le problème, c'est que la part gazole qui est utilisée tous les mois pour notre indice d'indexation, elle est de 25%. Donc en gros,
les répartitions sont gonflées de 10%. Donc, si on réapplique effectivement les petits calculs, on résout notre problème 1, 2 et 3, on passe de 7,9 à 4,31. Donc là, on est vraiment sur des répartitions qui sont gonflées et pas fiables. Ouais, tout à fait. Donc là, on voit, c'est déjà arrivé à pas mal de monde apparemment. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc là, concrètement, le fournisseur, il veut nous appliquer la hausse sur une répartition qu'il calcule à 84%, alors qu'en fait, effectivement, vous l'avez compris, on doit appliquer la hausse que sur 75%. Et là, le fournisseur est contradictoire dans ses propres informations, entre la formule de prix d'indexation qu'il utilise lui-même et le courrier qu'il nous envoie. Ouais, tout à fait. On passe au problème numéro 4. Sébastien? Ouais, ça a figé un peu. Alors là, c'est le propre. Allez, vas-y. J'ai même ma caméra qui a changé. C'est des indices originaux. Alors là, on va pouvoir vous demander qu'est-ce que vous avez comme indice. Là, effectivement, si on retourne tout en haut sur la première slide, on va avoir source maison ou source interne, je crois. Source interne, voyons voir ça. Allons vérifier ce. Tout en haut. Oui. Source interne. Ah oui, source interne. Voilà, la flotte de véhicules augmente de 10%, source interne. Bon, là, vous vous doutez bien, clairement, qu'en termes de solidité d'indice, c'est très moyen. Bon, ok, on va challenger un petit peu cette source interne. On sait que la flotte de véhicules, c'est le renouvellement des véhicules. On va regarder des indices qui sont factuels, qui sont reconnus par le métier. Le CNR, donc le CNR, effectivement, nous dit oui, c'est ça, c'est 10%, sauf que nous, c'est 10% en incluant les hausses d'assurance qui sont de 2%. Bon, ok. Par contre, le CNR nous dit quoi? Attention, la hausse ne s'applique pas sur l'ensemble du parc de la flotte de véhicules parce que tout simplement, tous les véhicules ne sont pas changés tous les ans. Ouais. Donc ça, c'est le grand standard. Encore une fois, on applique 10% partout, alors que la réalité, c'est que 16% des véhicules sont changés tous les ans. Entre 16 et 20%. Et globalement, un véhicule, c'est quoi? C'est tous les 5 ans à peu près? Tous les 3 à 5 ans. Dans ce qu'on a vu chez les transporteurs chez qui on a travaillé, on était entre 4 et 7 ans. Les longs courriers vont être changés plus souvent parce qu'ils font plus de kilomètres, les tracteurs typiquement, et les porteurs régionaux vont avoir une durée de vie plus longue parce qu'ils font moins de kilomètres et que les incidences de consommation sont moins importantes. Voilà, donc on garde la source interne, ok, et derrière, effectivement, on va se dire, on renouvelle que 20% du parc de véhicules, ce qui fait tomber la hausse qui nous est annoncée par le fournisseur à 10%, à 1,76%. Et oui. Voilà, et donc là, si on recalcule tout en ayant résolu notre problème 1, 2, 3 et 4, eh bien, on tombe effectivement à 3,8. Donc, on est de 7,9 à 3,8. Donc là, l'indice, on est vraiment sur un indice qui n'a aucun sens et qui, en plus, est appliqué de manière, on va dire, unilatérale sur l'ensemble des éléments de l'entreprise, alors qu'au final, l'entreprise renouvelle que 20% de ses véhicules et certainement pas 100%. Oui, tout à fait. On peut poser la question, quels sont les indices originaux que vous avez pu avoir des fournisseurs? Il faut qu'on avance un petit peu. Mettez-les nous en commentaire, on les mettra juste après. Peut-être que René a... L'inflation René, peut-être que René a quelque chose... Problème numéro 4, on a fait agir René, qui est venu régler le problème à la source. Problème numéro 5, Sébastien. Voilà. Dernier problème dans les standards, encore une fois, un standard du standard, c'est la temporalité d'application. Là, le fournisseur nous applique effectivement, on a des hausses constatées. Alors, il n'utilise même pas d'indice, il utilise un rapport de conjoncture du CNR. Ouais. Et le rapport de conjoncture, lui, il est sur les 12 derniers mois, sauf que, on est d'accord, on a signé avec le fournisseur au 1er mai de cette année. Donc, la hausse, on a vu, elle était linéaire sur l'année. Donc, résultat, nous, on a droit, effectivement, via la formule de révision de prix que l'on a mis en place dans le contrat, à une application de cette hausse, mais que sur 6 mois, pas sur 12 mois. Et donc, on voit que la temporalité, elle est très importante, et c'est très important de le contractualiser. Parce que le fournisseur peut jouer en changeant la date initiale de son indice, comme il veut, pour changer les pourcentages quand il a envie.
Donc, il faut bien contractualiser. Et derrière, bien effectivement, nous, on divise la hausse par 2. Donc, là, cette fois-ci, on a résolu les problèmes standards, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on n'a pas été dans un ultra détail, hein. On est resté quand même assez simple. Eh bien, on passe de 1,79, 1,90 de 7,90, pardon, je vais y arriver, à 1,90. Donc, on fait tomber de 6 points, effectivement, la hausse qui nous est proposée. C'est énorme. Et on n'est pas rentré dans le détail et on n'a pas fait le travail amont très poussé. On est resté sur quelque chose de vraiment là très simple. Alors, vous qui avez suivi ça, qui est un cas réel qui a une quinzaine de jours, je pense, peut-être un petit Ah oui, mois, complètement. c'est totalement réel. Et effectivement, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette vision-là? Comment on a procédé? Est-ce que vous mesurez à quel point ça peut être utile en fait aujourd'hui de maîtriser ce savoir-faire de la décomposition de coûts, de la formularisation de prix dans les négos, passer de 7,9 à 1,9, et j'ai envie de dire, Sébastien, c'est à partir de là où la négo commencerait. Et oui, et c'est là où, effectivement, vous comprenez que si vous menez ce travail-là avec chacun de vos fournisseurs, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est trop compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un fichier de décomposition et de mise en œuvre d'une formule de révision de prix pour, effectivement, chaque année, c'est dans le contrat. On ne part pas, effectivement, dans la lutte et dans la bataille parce que là, le fournisseur, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Souvent, on a la direction qui dit qu'il faut augmenter les prix. Il tape sur les commerciaux, ils sont là, il est bloqué. Là, il est bloqué, ça peut être compliqué. Et on peut aussi se trouver dans un cas où on n'a pas forcément géré la partie monopole, hein, le monopole d'un fournisseur chez nous. Et le fournisseur, il peut dire, écoutez, oui, si vous n'acceptez pas, effectivement, je refuse de continuer à travailler avec vous. Donc, si déjà on a notre formule de révision de prix, c'est indiqué contractuellement, on est protégé juridiquement. Mais dans les cas où on n'a rien du tout, là, c'était un petit peu l'élément qu'on voulait vous présenter, on peut très très facilement décomposer le courrier de hausse du fournisseur et très souvent diviser par 2, voire par 3, la hausse qui nous est annoncée en regardant avec le fournisseur, vous voyez, il y a une erreur parce que vous n'intégrez pas une part fixe, vous avez mal calculé, il y a une mauvaise répartition, les indices source interne ne s'appliquent pas sur l'ensemble de la part effectivement qui est annoncée. Et bien entendu, à la fin, la temporalité de votre contrat n'est pas respectée. Donc, voilà, pour le coup, vous voyez, en 5 points, c'est le standard, c'est la base en fait. C'est le standard du standard. On a divisé par 3 les éléments et on évite tout ce travail-là si on a notre formule de révision de prix dans notre contrat. Pour reprendre ce que tu dis, Christophe, je trouve intéressant que tu dises gros boulot pour établir la formule la première fois. Pour faire ça depuis maintenant 15 ans, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'encore une fois, il n'y avait rien de très clair sur comment permettre aux acheteurs de faire des formules de révision de prix. Je te confirme que c'est beaucoup de travail, mais que quand tu le fais dans les règles de l'art, et on va venir justement sur la solution juste après pour pouvoir maîtriser au mieux cette situation et optimiser au mieux les impacts, en fait, c'est comme un investissement sur l'avenir. Je prends un exemple qui me vient en tête, mais qui va parler à tout le monde. Pourquoi on prend du temps avant de se lancer dans une carrière pour faire des études, par exemple, faire un bac+5? Parce que derrière, ça va nous faire gagner du temps, on va plus rapidement bien gagner notre vie, trouver un job intéressant, etc. C'est la même chose avec les formules de révision de prix. En fait, oui, on investit au début pour créer des outils qui vont derrière nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et donc, imaginons la demi-journée que tu vas passer sur cet outil-là, peut-être les 2 jours. Je t'assure qu'à force de le faire, ça va beaucoup plus vite. Mais derrière, dans tes négociations, c'est des journées que tu vas économiser par an. Et tu vas l'utiliser toute ta carrière, tu vas le faire évoluer. Et une fois que tu as compris le mécanisme, tu le dupliques. Tac, 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 et c'est hyper efficace. Et on va arriver justement sur la partie méthode, où en fait, ça va être intégré dans tes process de manière naturelle, la décomposition de coûts, dans l'état des lieux, et derrière, tu vas pouvoir intégrer ça dans tes leviers que tu vas activer dans tes projets. Le plus dur, c'est d'identifier les éléments factuels. Bien sûr. On l'a vu dans notre fichier de décomposition des coûts et des formules de révision des prix, on prend plusieurs indices. En fait, le plus dur, c'est de trouver des indices et de s'accorder avec le fournisseur sur la validité de cet indice-là vis-à-vis en fait, de la pondération de cet indice sur leur coût à eux.
Je rajoute un autre point, je trouve que c'est intéressant, Denis, et que le contexte est tendu. Et on va arriver, parce que là, on va arriver maintenant sur les solutions. Et en fait, ben, de la même manière que cet outil-là, on le fait en amont pour pouvoir l'utiliser derrière. En fait, quand on attend de se prendre des coups des coups sur les hausses plusieurs fois dans l'année pour agir et pour structurer sa formule d'horizon de prix, on a perdu. Parce qu'en fait, c'est le moment où on est complètement pris au piège, on doit répondre, et là, on doit faire tout en urgence, et là, on fait des erreurs en plus, enfin, c'est hyper compliqué. En fait, l'idée derrière ce qu'on va vous montrer, d'ailleurs, c'est le travail qu'on mène depuis aujourd'hui des années et des années, c'est d'arriver avec de la méthode, des outils, d'intégrer au processus pour pouvoir, en fait, quand il va être l'heure des renégociations, on ait supprimé 95% des problèmes. On parle bien de 95% des problèmes. C'est Et important hein, parce que le timing, c'est ce que tu dis, hein, c'est terrible. On arrive en fin d'année et là, le courrier du fournisseur, on ne nous a pas montré la page 2 ou 3, c'est une augmentation unilatérale. Hein. Il vous dit c'est 7,9% et ça s'applique au 1er janvier en fait. Et il vous demande pas votre avis. Donc, pour le coup, si on n'a pas le temps de gérer tous ces courriers de hausse, bah, c'est très compliqué, quoi. Donc, tout à fait. René Dumont, je suis d'accord avec toi. C'est parfois difficile de les récupérer. Aujourd'hui, on a toujours réussi. Je n'ai pas de souvenir où vraiment, voilà. Pour te donner un ordre d'idée, René, j'avais le cas de fournisseurs qui ne voulaient pas me transmettre ça. J'ai fini par prendre, c'était un produit, hein, c'était un emballage. J'ai pris l'emballage, je l'ai décortiqué. C'était des bouchons, en l'occurrence, avec du plastique dedans, de l'aluminium, etc. Et en fait, j'ai pris ils étaient assez légers, donc j'en ai pris une dizaine de chaque. J'ai tout décortiqué, j'ai tout pesé. J'avais mon poids d'aluminium, mon poids de polyéthylène, etc., etc. Ça m'a permis de commencer à formaliser des formules de révision de prix, même si tronquées sur certains critères, mais au moins sur l'aluminium et le polyéthylène qui représentait 40 ou 50% du prix du bouchon, ben, on a pu avancer. Donc il y a une question de curiosité, d'adaptation. Et quand on est dans un cadre relationnel bon avec ses fournisseurs, on arrive vraiment on y arrive, quoi. Clairement, on y arrive. sans rentrer dans une usine à gaz, c'est ce que nous dit Chloé. Effectivement, là, dans ta formule de révision de prix sur les capsules, tu avais combien d'indices? 3, 4? Ouais, c'est ça, ouais. 3, 4, ouais. On peut faire simple. En fait, ça dépend. En fait, vous avez intérêt à ce qu'il y ait la part fixe la plus élevée possible. De manière générale, sur les 15 dernières années, tous les critères INSEE, inflation, etc., ont tendance à plutôt augmenter. Donc, en fait, il vaut mieux qu'on ait la part fixe la plus importante possible. Et donc, plus on va se focaliser sur les matières premières qui sont les plus volatiles, plus on va maîtriser l'évolution des prix, la cadrer et éviter les variations. Donc, en fait, vous avez intérêt à simplifier les formules de révision de prix, même si parfois, et j'ai fait un post hier sur une formule de révision de prix sur les pneumatiques qui est assez complexe, même si parfois on peut rentrer dans la technique et ça peut être très favorable aussi aux deux parties. Oui, Sylvain, alors Sylvain a raison. C'est ce qu'on disait, hein, quand on arrive avec un fournisseur qui est en complet monopole, ça c'est pire que tout. Et en plus, chez qui on a un poids ridicule, ah bah, là, effectivement, il faut bien qu'on continue à travailler. Oui. C'est pour ça que déjà, juridiquement, si les impacts financiers sont très importants sur votre société, si c'est défini contractuellement, bah, effectivement, vous pouvez toujours vous retourner sur votre fournisseur. Après, bon, effectivement, il faut voir les impacts que ça représente. Mais on est d'accord. À un moment donné, vous êtes en monopole, vous travaillez avec un transporteur, admettons, voilà, notre Farm Travel est le seul transporteur de produits de la ferme. On n'a pas le choix que de passer par lui. Effectivement, s'il nous met une hausse de 10%, on est bien obligé de l'intégrer. Ouais, tout à fait. Alors, dans tout ce que vous avez dit, en fait, on va vous apporter finalement la solution. Je prends d'exemple. Alors, pour nous, c'est évident. Il faudra que vous nous disiez si ça l'est moins pour vous. Mais quand j'entends tout à l'heure le point de départ, je le mets en bas là, peut-être le compte de résultats pour connaître les grandes masses. En fait, ce que tu viens de décrire, LinkedIn User, c'est la partie amont d'analyse des datas pour pouvoir prioriser sur les sujets qui vont avoir le plus d'impact sur la performance économique, le risque, mais aussi les impacts sociaux et environnementaux. D'accord? Et effectivement, tu as raison, c'est bien de tuer les moustiques, mais c'est mieux d'assécher le marais. Ça vaut aussi pour la maîtrise de l'inflation. Effectivement, si vous menez des projets gargantuesques sur des sujets qui font 0,3% de votre portefeuille achat, là, vous allez perdre du temps. Et c'est important de prioriser, de choisir ces combats, de les mener de bout en bout avec méthode pour intégrer un maximum de leviers et activer un maximum de leviers qui vont avoir des incidences sur l'inflation. Et d'ailleurs, quand on va être dans la gestion des contrats avec les fournisseurs, typiquement contrat pluriannuel, formule de révision de prix, si d'une année sur l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui, en plein milieu d'un contrat,
eh bien, il faut revaloriser les prix de manière importante, la formule de révision de prix, juridiquement, va faire foi. Et en fait, le terrain de discussion va être beaucoup plus favorable, puisque notamment en amont, on a activé plein d'autres leviers, éco-conception, standardisation, massification, tous les leviers achats voilà, qui vont permettre de le faire. Donc, on va vous donner les solutions aujourd'hui. J'espère qu'elles seront claires pour ceux qui suivent les lives et ceux, évidemment, qui ont suivi nos formations, ça va être parfaitement clair. Pour les autres, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on se fera un plaisir d'éclaircir certains points. On avance un petit peu, Sébastien, le temps passe vite. Alors, la solution macro et micro. Alors, déjà, des compétences. Ce que vous venez de voir là, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, on n'est pas des génies, hein, enfin, peut-être un peu Sébastien sur Excel, tout ça, mais je veux dire par là que, bon, on est comme nous, on est des acheteurs en fait, hein, on a démarré comme vous avec pas grand-chose, une bibliographie existante très, très faible, on sortait de formation, bah, on nous avait donné quelques ingrédients, mais sûrement pas de recettes, et encore moins sur la gestion de l'inflation avec des outils précis. Donc, on va vous donner les clés. D'accord, en espérant qu'elle soit. Je pense qu'il faudrait qu'on enlève notre vue parce qu'effectivement, ça coupe la présentation. Ouais. Je mets comme ça. Voilà, pour qu'on puisse voilà, lire le support. Donc, on espère que ça va être parfaitement clair pour vous. Sinon, vous n'hésitez pas à poser vos questions. D'accord? Donc, déjà, le cadre, très important, des compétences. Hein. Un acheteur qui ne maîtrise pas son métier, bah, il va avoir du mal à mettre en place tout ça. Le deuxième point, c'est un cadre d'entreprise mature. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une entreprise où vous êtes incapable d'avoir de la visibilité sur les ventes, si on ne paye pas les fournisseurs, etc., etc., vous allez avoir beaucoup de mal à activer ces leviers-là et vous allez être bloqué. C'est le problème de René. Il n'a pas de visibilité visiblement sur sa demande, sur ses besoins, et effectivement, c'est un gros blocage. J'ai une info, Sébastien, LinkedIn User, c'est Eric Lépine. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est énorme. Bonjour voilà. Eric. Eric, alors, c'est parti. Donc, des compétences et un cadre d'entreprise mature très important pour pouvoir derrière agir, hein, tout simplement, travailler dans de bonnes conditions. La première étape, ça va être anticipé par la mise en œuvre d'une dynamique structurelle. Tout à l'heure, on parlait de partir du compte du résultat, de prioriser. Effectivement, là, vous devez arriver dans l'organisation avec méthode, prendre votre portefeuille avec méthode et bien sûr, prioriser sur les sujets qui vont faire 20% de votre impact sur la performance économique, le risque, donc l'inflation aussi, et les impacts RSE. Le deuxième point, c'est de mettre en œuvre un processus qui va vous permettre d'activer tous les leviers qu'on a vus au début. D'accord? Et là, évidemment, on va vous présenter l'entonnoir de gestion de projet achat qui permet de le faire, tout simplement. Le troisième point, une activation de tous les leviers disponibles avec une gestion du risque. Là, on va vous parler de la matrice des leviers achats. On a créé en fait un processus qui permet d'activer tous ces leviers et on a créé un outil, une matrice qui permet de lister tous les leviers achats, commerciaux, techniques TVO, RSE, clients utilisateurs, dont certains vont vous permettre de maîtriser mieux l'inflation. Et on travaille en priorité, surtout. Bien sûr. Et ensuite, bien sûr, la contractualisation avec les formules de révision de prix. Ce qu'il faut comprendre ici, regardez, plus on va aller sur le quatrième, plus c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place du jour au lendemain. Là, le cas qu'on vous a donné tout à l'heure, l'acheteur n'avait aucun outil, il a pris une hausse, il s'avère que c'est quelqu'un avec qui on travaille et on l'a aidé parce qu'on avait déjà des bases. Mais quand vous êtes acheteur, que vous n'avez ni les compétences, que vous n'avez pas mis tout ça en place, donc vous êtes vraiment là, vous prenez des hausses de tout le monde, ben, le moment où vous allez vouloir mettre en place une formule de révision de prix, ben, le fournisseur, vous allez lui demander des éléments et il va vous dire, oh, mais ça ne va pas, je suis en train de te demander de passer des hausses, tu me demandes de décortiquer mon prix, etc. Donc, ça rentre dans des discussions qui sont assez stériles. D'accord? Ce n'est pas du tout le moment pour demander une ouverture de la décomposition de prix de son fournisseur au moment où il vous annonce une hausse. Ça va être perçu comme une technique de négociation. Donc, ce n'est pas le moment de le faire. Pareil, contractualiser, c'est trop tard. D'accord? Et donc, finalement, on se retrouve aujourd'hui à une clé fondamentale. De la même manière que eh bien, on doit travailler en amont pour pouvoir prévoir le futur, qu'on capitalise sur une bonne gestion méthodologique des bons outils et derrière une contractualisation avec formule de révision de prix dans un cadre où on a activé beaucoup de leviers et où finalement la relation s'élève bien au-delà du prix. Hein. En gros, on passe d'un niveau 2 de maturité plutôt à un niveau 4 à 5 de maturité aux achats. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront parfaitement. Et ben, en fait, la relation va être beaucoup plus qualitative avec les fournisseurs. Souvent, on parle de comment avoir une bonne relation avec ses fournisseurs. C'est très simple, c'est activer un grand nombre de leviers qui vont nous éloigner du levier de négociation. Hein.
On va avoir négo niveau 2, puis après, on va avoir appel d'offres et leviers commerciaux, massification, contrat pluriannuel, etc. Et ensuite, on va avoir les leviers techniques, éco-conception, communication RSE avec le fournisseur, standardisation, etc., etc., innovation, et j'en passe. Ouais, et Est-ce que c'est clair pour vous? au travers des leviers, on ne va pas être dans une relation. Alors, je ne sais plus si c'est M. Laval qui nous parlait de logique gagnant-gagnant, mais au moins, on est sur une logique de marché. En fait, on a une évolution des coûts de marché pour que le fournisseur puisse continuer effectivement à nous livrer nos produits ou nos services. Et ben, effectivement, on doit, en tant que voilà, un acheteur, faire suivre effectivement les évolutions réelles des coûts subis par les fournisseurs, mais il faut que ça soit du réel. Donc, il n'y a pas vraiment de gagnant-gagnant, il y a, on va dire, être adossé et appliqué sur les réelles évolutions du marché. Parce que Ouais. notre objectif, ça reste aussi de rester rentable dans votre société. Vous ne pouvez pas dire, bon allez, on coupe la poire en deux à chaque fois. Ouais. Écoutez, parce que là, après, on va vite être dans du marchandage en disant, vous me proposez de 7,9, on coupe la poire en deux, allez, Ouais. on est à 3,5, on est gagnant-gagnant. Et J'ai en envie de fait, dire, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui nous sépare du badaud du coin qui va négocier sa bagnole chez le concessionnaire, quoi, à un moment donné? Et, ouais. et effectivement, la fonction achat, sans rentrer dans le détail, elle est définie. On est acheteur quand on active un certain nombre de leviers. Le premier étant l'appel d'offres, qui définit notre fonction achat et qui, pour ceux qui le savent et qui sont au courant, l'appel d'offres va permettre d'activer tous les leviers. D'accord? Tous les leviers techniques, etc. Donc, en fait, on est acheteur à partir du moment où on fait des appels d'offres. En dessous, la négociation, rien ne nous différencie du badaud du coin qui va négocier. Voilà. Et notamment en interne, ça peut poser de gros problèmes, hein. Les services faibles en niveau de maturité ne se différencient pas par autre chose que la négociation et donc sont très peu reconnus en interne. Ouais, et il faut se différencier. Si les achats, on milite souvent pour intégrer tous les achats sauvages Mm. ou réalisés directement par les prescripteurs au service achat. Mm. Effectivement, si l'acheteur en lui-même ne montre pas sa technique euh, de cadrage, justement, d'anticipation, comme dit Émeric, d'évolution des coûts au travers des différents leviers que l'on a évoqués, effectivement, il ne vaut pas mieux que René, qui lui montre les gros bras Ouais, ouais. au niveau fournisseur. À la production, maintenant, finalement, les achats ils vont arrêter de négocier. On va mettre René à chaque fois, à chaque négociation. Vous pensez que dans le terme négo, c'est un hasard s'il y a égo dedans? En fait, plus on va s'éloigner de l'ego par la technique, par la méthode, par les leviers qui vont s'éloigner, voilà, hein. Si vous arrivez à baisser votre consommation de 20% par l'éco-conception, vous allez baisser vos coûts de manière beaucoup plus importante que par une négociation. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne vous empêche pas de les cumuler, ces leviers. Et on en arrive, il faut qu'on avance un petit peu, Sébastien, on en arrive à l'entonnoir gestion de projet, hein, pour reprendre tous les leviers que vous nous avez donnés au début. Hein. Eh bien, en fait, si on reprend, là, c'est l'étape 2, hein, c'est vraiment le processus. En fait, dans le processus, la phase d'état des lieux va nous permettre d'identifier tous les leviers, dont ceux qui vont nous permettre de réduire le risque et donc de maîtriser l'inflation. Et donc, grâce à un outil, nous, on utilise la matrice de consolidation des leviers achats. On va pouvoir intégrer tout ça dedans. Donc, la matrice des leviers, c'est quoi? Je vais faire un appel d'offres, je vais faire des contrats pluriannuels avec formularisation de prix, je vais faire l'éco-conception, je vais faire du design to cost, j'ai identifié des alternatives qui pourraient remplacer mon produit, je vais décider de faire ou de faire faire, je vais intégrer le mapping des risques pour sélectionner des fournisseurs qui vont être sur plusieurs zones géographiques, je vais décomposer mes coûts, etc., etc. Et tout ça va vous permettre, en fait, derrière, à l'issue du processus, tout simplement d'aller générer un maximum de performance économique, de maîtrise du risque et de réduction des impacts sociaux et environnementaux, même si les impacts RSE ne sont pas les plus importants aujourd'hui. Par contre, enfin les plus mis en avant aujourd'hui, par contre, on se rend compte que de créer ce climat-là de forte expertise avec ses fournisseurs, c'est aussi le meilleur moyen de générer un contexte et un tissu social autour de l'activité de l'entreprise avec ses fournisseurs qui soit viable. D'accord? Un fournisseur qu'on oppresse, qu'on presse, derrière, c'est des emplois, derrière, c'est des fournisseurs de fournisseurs qui sont également maltraités. Donc, il y a un vrai enjeu aussi social derrière la montée en expertise de la fonction achat et la montée en maturité des services achats. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, je vois qu'il y en a qui sont partis trop tôt. Eh oui, ils le verront
en replay. Bah ouais, on a un peu dépassé bientôt, on a bientôt dépassé. C'est pas grave, ils sont partis trop tôt, ils n'auront pas les cadeaux. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a intéressé? On aurait dû Dites- dire dès le départ qu'il y avait un cadeau à la fin. Dites-nous tout. Bah, ils le verront, on leur fera un petit message. Alors, on me dit super, merci. Très bonne présentation. Est-ce que ça vous a amené des clés de compréhension exactement de ce qui nous arrive et de comment agir, sachant que bah, dans les cadeaux, on va vous donner des petites choses très précises même, je dirais, ce n'est pas des petites choses, des vrais outils qui vont vous aider à agir et voilà. Et oui, tu vas pouvoir revoir le replay puisqu'il est accessible pour tous les inscrits sans limite de temps. Merci Justine. Merci Anne-Sophie. On a Iris qui va même partager à tout le monde. Bon, bah, je pense qu'on peut peut-être passer au cadeau, là. Ouais, allez, on passe au cadeau. Alors, d'abord, Sébastien, on a reçu, parce qu'on se demandait si le Père Noël existait, donc bon, tu me connais, j'ai envoyé une lettre, j'ai essayé de contacter Klaus, et il vous a envoyé un petit message pour vous, les acheteurs. Alors, j'espère que vous allez l'entendre, mais voici son message. Soyez attentifs, hein, montez le son là de votre ordinateur, parce que bon, il est au fin fond de son pays là, et effectivement, il captait pas très bien, mais voilà, il nous a envoyé un petit message assez sympa. C'est parti, on y va. Vous me dites si vous entendez, sinon vous l'entendrez plus tard. Bonjour les achats. Cette année, ça a été difficile pour vous. Pénurie, hausse des prix, négociations qui n'en finissent plus. Oh, 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 oh. Mais vous avez tenu le coup. Parce que je vous aime, je vous offre quelques cadeaux pour Noël. Allez, je retourne préparer Noël avec mes petits lutins du marketing. Joyeux Noël, les achats. Je crois qu'il a chambré le marketing, non? Un peu, un peu. Il a dit que les marketing, c'était des petits lutins. Ouais, c'est ça. C'est le lutin du marketing. Vous avez entendu la vidéo, on ne sait pas trop de l'autre côté si vous l'avez entendu. En tout Non, cas, je crois qu'il a dit que le marketing, c'était des petits lutins. Donc, bon, nous, on n'a rien contre le marketing, mais apparemment, lui a eu des soucis avec les services marketing. Bon, écoutez, on va pas. Ouais, c'est bon, Mathieu l'a vu, ouais. Il est allemand, ton Père Noël? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi les Allemands n'aiment pas les personnes du marketing? Ah, Denis, ça valait le coup. Bon, ben, ça me fait plaisir. Hein, on est content, c'est tout ce qu'on demande. Allez, les cadeaux. Alors, c'est simple. Vous chopez le QR code, vous rentrez vos données. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous rappelle, vous mettez que vous ne souhaitez pas vous former, que vous n'êtes pas intéressé de vous former hein, dans le questionnaire. Si vous réfléchissez à monter en compétence, vous le notez. Et là, nos équipes vont vous appeler. Sinon, vous mettez juste que ce n'est pas à l'ordre du jour de vous former. Et derrière, vous allez avoir accès à pas mal de cadeaux puisque on va vous donner une formation de négociation avec des outils, on va vous donner une formation RSE aux achats de 45 minutes, on va vous donner accès à l'e-book pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et je laisse la petite surprise de fin pour ceux qui souhaitent devenir acheteurs RSE labellisés. On vous a prévu eh bien, une petite offre spéciale. Je vous invite à le faire avant le 26 décembre puisque ça ne sera accessible que jusqu'au 26 décembre. Voilà, tout simplement. C'est notre petit cadeau de Noël pour vous et pour vous pousser en fait à prendre votre carrière en main, à trouver votre équilibre professionnel, à gagner du temps sur le terrain parce que effectivement, on se rend compte que on souffre tous pas mal hein, sur le terrain de toutes ces difficultés qu'on peut avoir avec nos fournisseurs, avec les négociations et de professionnaliser. Et Mathieu Baudry, je te remercie d'avoir été présent parce qu'on a été en discussion pendant des années des deux côtés, puisque toi, tu étais de l'autre côté, hein, tu étais au niveau du commerce et tu te rappelles bien toutes nos discussions, formule de révision de prix, contrat pluriannuel, quand tu étais chez Kuehne+Nagel, on peut les citer. Ça me fait plaisir que tu sois là et que tu sois aussi en phase avec ça. En fait, on peut travailler des années avec des fournisseurs dans un contexte de montée en expertise, de discussion qui va permettre de travailler ensemble pendant des années dans de bonnes conditions et de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'on a quand même un très, très beau métier. Tu veux que j'affiche le pull de Noël?
Bon, allez, je le fais, mais Il le veut, il le veut. Il en veut un exemplaire. regardez, c'est un pull de Noël Jurassic Park. Voilà, voilà. Et donc, effectivement, c'est extrêmement important ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et prenez le temps prenez le temps de structurer vos outils, de monter en compétences. Euh, euh, on ne fait pas que vous vendre, entre guillemets, ce que fait SWOT, hein. Derrière SWOT, on a une mission de vous aider à atteindre le plus haut niveau d'expertise pour que vous puissiez trouver et accomplir une carrière qui vous correspond aux achats et puis par là même avoir des impacts positifs sur le monde en réduisant les impacts environnementaux de manière concrète, en liant la raison d'être à l'action. Et c'est ça notre mission. Merci à tous. Dites-nous au revoir. Dites-nous si ça vous a plu en même temps. Et puis on se revoit de façon à la rentrée, puisqu'on fait en gros un live à peu près tous les mois. Ouais, merci à tous. Bravo pour votre participation. C'est vrai que là, je pense que le thème de l'inflation était tellement cristallisé auprès des acheteurs qu'on a eu vraiment des discussions et des commentaires très constructifs. Bravo et on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt. On attend que vous nous disiez au revoir, hein, sinon on s'en va pas. Donc ne nous obligez pas à rester là pendant toutes les fêtes, hein. Et passez de bonnes fêtes. Prenez Ouais, soin de vous, de votre famille c'est ça. et les bonnes résolutions pour l'année prochaine. C'est effectivement que tout le monde ait créé au moins une formule de révision de prix pour 2023. Ciao Mathieu, ça fait plaisir d'avoir des personnes des deux côtés à ces petites réunions mensuelles. Au revoir René, au revoir Christophe, Au revoir Stéphane, au revoir Alice. au revoir LinkedIn User. Alors, est-ce que c'est toujours Eric? On ne sait pas, parce qu'en fait, je pense qu'il... On en a Mais plusieurs. on n'a pas caché ton nom, Eric, hein, même si tu es une star. On n'a pas caché ton nom. Vous voulez voir un mytho, c'est loupé. À bientôt. Ciao Nicolas. Ciao tout le monde. Ciao Hervé, Khadija, Christophe, Laureline, Bénédicte, Justine, Nathalie, Christophe, Denis. Ciao tout le monde. Ciao Karir. Allez, au revoir Guillaume. Ouais, on va manger. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.